Alors, petite présentation. Moi, je m'appelle Rémi Rivas. Je suis cofondateur d'une structure de conseil qui s'appelle Ignited Kingdom avec mon associé qui s'appelle Mathias Abramovic. On travaille tous les deux maintenant depuis 5 ans. Voilà, vous pouvez aller voir ce qu'on fait sur ignitedkingdom.com. Je mettrai le lien. J'ai aussi un site, remirivas.com. Moi, grosso modo, mon boulot, c'est d'accompagner les démarches de conception et les lancements de nouvelles offres, nouveaux produits, nouveaux services pour les entreprises. Donc, avec Mathias, ce qu'on fait habituellement, en fait, voilà, c'est qu'on intervient auprès des grandes organisations et on les aide déjà à faire leur diag stratégique, à structurer leur démarche d'innovation et puis à l'aider à l'effectuer le plus efficacement possible pour raccourcir le temps de mise sur le marché d'un produit, pour augmenter aussi l'efficacité de la démarche, diminuer les risques d'échec. Voilà, j'édite plusieurs newsletters sur le métier d'indépendant, sur l'innovation, sur le design thinking. Tout ça, vous le trouverez sur mon site. Je le mettrai en description de la vidéo. Je fais aussi beaucoup de conférences. La plupart sont captées, mises sur YouTube. Tout ça, c'est sur la chaîne. Abonnez-vous, appuyez sur la cloche, des trucs habituels, quoi. Et puis, très, très récemment, avec Alexis Minkela, pour qui j'ai une petite pensée, qui est en Asie en ce moment. J'espère que ça va pour lui. Donc, du podcast Tribu Indé. On a également sorti une formation gratuite à destination des indépendants qui s'appelle Le Mode d'Emploi, que vous pouvez trouver sur lemodedemploi.fr et qui vous propose, de mémoire, je ne vais pas dire de bêtises, 6 mini-cours, pas 5, 6 mini-cours en vidéo, quand vous vous abonnez, qui vous sont donnés gratuitement par newsletter. Et donc, Alexandre, avec qui j'ai déjà bossé par le passé parce qu'on était intervenu dans un programme de formation de freelance pour Crème de la Crème, m'a proposé de venir faire une conférence pour les indépendants à l'occasion des soirées Crème de la Crème du jeudi. Et quand il m'a demandé, il m'a dit qu'il avait fait un sondage pour vous et qu'il y avait différentes thématiques qui vous intéressaient. L'une d'entre elles, c'était sur le contenu et la notoriété, la réputation. Alors clairement, moi, je suis pas du tout un expert du content marketing. Pour ça, il faudra demander à Alexis Minkela de passer probablement pour vous apprendre à structurer et animer une démarche de contenu. Et moi, par contre, du marketing, j'en fais quelque peu quand même et j'accompagne notamment des démarches d'innovation, des lancements de produits et services. Et à ce titre-là, en fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vous faire en fait ce que je lui ai proposé, c'est de vous adresser un propos, qui est pas celui qu'on entend habituellement, selon lequel, pour se lancer en tant qu'indépendant, il faut partir à la conquête de la plus petite audience possible. Et en fait, il faut structurer son contenu et structurer intentionnellement ses démarches de communication, non pas en essayant de plaire au plus grand nombre et d'avoir la plus grosse notoriété, la plus grosse visibilité, le plus grand nombre de followers, le plus grand nombre de likes, mais au contraire en réfléchissant très précisément à qui on parle, voire même à ce que ces personnes-là, en fait, elles soient très, très peu nombreuses, qu'on soit tellement singulier, spécifique dans son propos, dans son discours, qu'on s'adresse en fait à une audience extrêmement restreinte. Et moi, là, je voudrais vous exposer pourquoi ça me paraît pertinent, selon moi, de parler à une très petite audience, en quoi est-ce que, du coup, on peut adapter le contenu, et en fait, d'où viendront les leads, et d'où viendra, votre notoriété, la recommandation, les futures missions. Alors, en fait, pour moi, quand on est indépendant, il y a une confusion souvent qui est faite avec les indépendants. On confond les indépendants et les entrepreneurs. Ça n'a rien à voir. Ça n'a littéralement rien à voir. Alors pour moi, en fait, quand on est indépendant ou quand on est entrepreneur, en fait, c'est deux stratégies complètement différentes qui ne doivent absolument pas s'articuler de la même façon. Et souvent, il y a une confusion entre les deux. Les freelances, ils disent « je suis entrepreneur ». Non. Si vous êtes freelance, vous n'êtes pas entrepreneur. Et vous ne cherchez pas du tout à défendre le même modèle économique de la même façon. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, c'est le premier cours qu'on donne avec Mathias dans un programme qui s'appelle le Startup Launchpad, où on accompagne des étudiants qui forment en fait des entreprises de type startup. Ce qu'il faut comprendre quand on est étudiant, ce qu'il faut comprendre quand on est indépendant, c'est qu'en fait, contrairement à une entreprise, on ne vend pas du volume. On ne pourra jamais vendre de volume parce que la spécificité de notre activité, elle est liée à notre disponibilité. Ce qu'on vend, c'est du temps humain. Ce qu'on vend, c'est le fait de se rendre disponible pour aider des personnes pendant une durée délimitée. Donc, ces personnes-là ont un problème. Nous, on arrive avec une solution et on va essayer de le résoudre avec eux, généralement, pas pour eux, mais avec eux, jusqu'à parvenir à un résultat satisfaisant où ils vont dire « Ok, ça va pour moi ».
Une entreprise, elle ne cherche pas du tout à faire ça. En fait, une entreprise, dans le Graal de l'entrepreneur, c'est la standardisation. Le Graal de l'entreprise, pensez à Coca-Cola, pensez à Apple, pensez à l'iPhone, pensez à tous les produits que vous aimez qui sont des blockbusters, pensez à Starbucks. L'enjeu, en fait, d'une entreprise, c'est se dire, je vais faire un produit, un dénominateur commun, un truc qui ne va pas bouger pour chaque consommateur. C'est peut-être customisable, mais il y a une recette. Et grosso modo, moi, mon boulot, c'est d'en vendre le plus possible. C'est d'arriver à faire des effets de seuil, des effets de volume. Donc, une entreprise, elle ne vend pas du temps humain du tout. Ce qu'elle essaye de vendre, c'est le plus de fois la même chose au plus grand nombre de personnes. Ça s'appelle la scalabilité. C'est pour ça que les boîtes valent cher. C'est pour ça que c'est ce que tous les entrepreneurs recherchent à travers la croissance. C'est ce qu'on appelle la scalabilité, c'est-à-dire défendre son modèle opérationnel en donnant encore plus de choses à un plus grand nombre de personnes, en maîtrisant les coûts et donc en faisant que le coût unitaire baisse de plus en plus. D'accord. Alors là, on me dit, oui, mais une agence, par exemple, c'est une entreprise, mais pas scalable. Et c'est exactement ça, Brice. C'est-à-dire qu'en fait, alors au milieu, on a toutes les entreprises qui dépendent en fait de qualité de service humaine, donc qui vendent du temps humain. Et effectivement, là, la croissance, elle est beaucoup plus linéaire, dans la mesure où forcément, plus vous vendez de choses, plus il vous faut des opérateurs humains, et forcément, plus vous prenez du risque puisque vous internalisez des jobs. Et donc, au bout d'un moment, en ce moment, là, par exemple, toutes les agences, là, tous ceux qui ont des graphistes en CDI, des content rédacteurs en CDI, etc., en plein coronavirus, heureusement, il y a les indemnisations du gouvernement qui vont tomber. Mais voilà, vous avez plein de salaires à payer. L'activité, elle évolue. Dans tous les cas, en fait, vous êtes capé par en fait le temps d'occupation max de vos ressources. Alors, par exemple, une formatrice qui vend en ligne des prestations et fait l'accompagnement en one-to-one, entrepreneur ou freelancer. Typiquement, en one-to-one, tu as la réponse. C'est si tu dois faire si c'est toi qui fais l'accompagnement en one-one, même si tu en fais 6 par jour à 1h30, 2 heures par jour, 12 heures par jour, tu peux en faire 6 par jour. Donc, je te le souhaite et j'espère que tu vas en faire plein et tous les jours. Mais au bout d'un moment, si on multiplie par tous les jours que tu vends fois 6, c'est le nombre maximum d'accompagnements que tu peux faire. D'accord. Alors là, dans le chat, on me voit quid de l'indépendant qui crée du contenu, des événements, vend des livres, des formations. Alors, l'événementiel, pareil, t'es capé. Vendre des livres, des formations distancielles, on passe complètement dans le produit. C'est-à-dire qu'aussitôt que tu vends des livres et des formations, tu as beau rester indépendant et avoir une activité d'indépendant, faut pas, tu es à mi-temps. Du coup, j'en sais rien. Quand tu vends ton temps et quand tu factures ton temps, tu es indépendant. Aussitôt que tu vends des trucs qui ne nécessitent pas ta présence et tu peux en vendre 1 ou 1 million, là, tu passes en entrepreneur, tu fais du produit. C'est juste que ces deux vies qui ne se parlent pas, ça se gère, le revenu, le business ne se gère pas du tout de la même façon. La prospection ne se gère pas du tout de la même façon. Bien sûr, le contenu et les produits peuvent t'aider à trouver des clients, mais ça ne se gère pas du tout de la même façon. Là, je vais parler à la grande majorité d'entre nous qui, je le présume aujourd'hui, ne publie pas de bouquins, ne fait pas forcément de conférences payantes, ne fait pas forcément du contenu. Ah, salut Alexis! Bonjour à Alexis Minkela dans le chat qui vient de nous rejoindre et qui est cofondateur, comme je le disais, du mode d'emploi. Alexis, pour qui il est 1h du matin, ça me fait très plaisir que tu sois là, Alexis. Merci beaucoup. Alors, voilà. Donc, pour moi, l'idée, la définition d'un freelance, c'est que ce qu'on fait, c'est pas du produit, c'est pas de la productisation, même si on en parle de plus en plus. Bien sûr, on peut standardiser des bouts, etc. On peut essayer de gagner du temps. Mais in fine, pourquoi est-ce que les gens viennent nous chercher? Pourquoi est-ce que les gens achètent des freelances? Qu'est-ce qu'un client recherche quand il achète du conseil, quand il achète de l'accompagnement humain? Parce que ce qu'on vend, c'est de l'accompagnement humain. Il y a un cours que j'ai eu il y a longtemps où la formatrice proposait une typologie qui me paraît assez pertinente. Elle dit, ton client, il peut venir chercher 3 trucs. La première chose, c'est de l'externalisation. C'est-à-dire que ton client, il sait ce que c'est le boulot. Il n'a pas besoin de ton expertise, il n'a pas besoin de ton conseil, il n'a pas besoin de ton savoir. Lui, il dit, moi, clairement, j'ai un poste de travail dans mon entreprise et j'ai une personne qui devrait être en face et faire le boulot, mais elle n'est pas là. Est-ce que tu peux venir comme une indépendante, comme un indépendant, et moi, je te paye à la journée et tu fais son job. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est relativement facile à vendre parce que le client a déjà décidé ce qu'il voulait, mais par contre, c'est souvent très mal payé. Parce qu'en fait, à partir du moment où la cliente ou le client voit ce qu'il faut que vous fassiez et est capable de vous donner des instructions, vous n'avez en fait pas énormément de valeur par rapport à quelqu'un qui serait perdu et qui aurait besoin de votre conseil. Donc, du coup, la deuxième forme de prestation qu'un client peut venir chercher, là, c'est du diagnostic. Donc, ça, c'est les clients qui sont complètement largués. Eux, ils disent ça ne va pas dans mon entreprise, je n'ai pas les résultats que je veux, etc. Je n'ai pas les performances que je veux. Ça, c'est ce qu'on aimerait tous et toutes vendre généralement parce que ça se vend très bien, assez cher et ça nous permet, nous, de faire vraiment une réponse
voilà, en disant, je vais préconiser, je vais faire une analyse, un diagnostic, je vais te dire, tu devrais peut-être faire ça, je vais t'offrir plusieurs scénarios, tu vas me payer ce temps de réflexion, et puis à la fin, tu vas venir me chercher disant, on va le faire comme ça, on va faire comme ça. Souvent, alors ça dépend du niveau des boîtes, mais ces rôles-là de diagnostic stratégique, où vraiment tu fais le point pour la boîte, c'est laissé à des très gros acteurs. Souvent, ce que nous, dans le conseil, on appelle le Big Four, ou alors les grosses agences dans la communication, parce que souvent, les acteurs qui ont besoin de ça, ce qu'ils attendent de toi, c'est que tu sois une référence, vraiment une super expertise, une grosse boîte installée depuis très longtemps. Donc, nous, on vient rarement nous chercher pour ça, ce qui est normal, parce que moi, voilà, je suis un mec tout seul, quoi. Donc, je suis pas du tout, je suis pas Ernst Young, je suis pas BCG, je suis pas Publicis Worldwide, voilà. Donc, je veux pas du tout prétendre au même niveau de contrat. Et j'ai pas la même capacité d'exécution non plus. Quelqu'un qui vient me chercher et qui dit, il faut que tu analyses 200 filières, moi, je peux pas. Enfin, je peux, mais ça va prendre beaucoup de temps, je suis tout seul. Donc, nous, on vient nous chercher pour un troisième type de mission. C'est on nous dit, toi, tu es spécialiste. Toi, tu as l'habitude de régler ce genre de problème pour ce genre de personnes. Puisque ce qu'on vient chercher chez nous, en fait, c'est une expertise présumée pour un domaine précis, la personne qui s'adresse à nous, elle dit, alors moi, je ne peux pas te demander de faire le boulot parce que je ne sais pas le boulot qu'il faut faire. Je ne vais pas te chercher pour faire mon diagnostic parce que ça, tu n'es pas assez gros, tu n'as pas les épaules suffisamment solides, tu n'es pas suffisamment installé pour que je te puisse te confier un truc aussi stratégique et important. Donc, moi, je viens te chercher pour un truc. Par exemple, moi, souvent, il y a 5 ans, on venait me chercher en disant, mon boss, il a décidé qu'il fallait faire une application mobile. Il la veut avant la fin de l'année. Moi, je ne sais pas faire d'application mobile. Est-ce que toi, on m'a raconté que tu sais faire des applications mobiles? Alors moi, oui, je sais faire ça. Enfin, avec des développeurs, hein, c'est pas moi qui développe. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que moi, je peux t'expliquer ce que j'ai besoin de mettre dans mon application mobile? Toi, tu m'aides à le ranger de la meilleure façon et tu m'aides à éviter de faire des conneries parce que tu as l'habitude de faire des applications mobiles pour d'autres gens. Et du coup, est-ce que toi, tu peux me tenir la main et m'accompagner dans cette démarche de conception d'une application mobile? Parce que moi, je sais, j'ai déjà décidé que c'était ça qu'il fallait que je fasse, mais je ne sais pas le faire. Est-ce que tu peux m'aider à mettre en route ce projet, à le segmenter, à me dire ce que je risque, à me dire les choses auxquelles il faut que je fasse très attention, enfin voilà, grosso modo, à prendre l'ensemble des précautions, à organiser le projet suffisamment intelligemment pour qu'on ait le plus de chances d'avoir une application mobile à la fin. Et vous arrivez et vous faites le boulot. Et vous dites, par rapport à ce que tu as au début et par rapport à ce que tu veux à la fin, au milieu, il y a tout ça à faire. C'est autant de jours, c'est autant d'étapes, c'est autant de métiers, c'est autant de trucs. Donc, c'est une mission de telle durée, c'est une mission qui va coûter autant et vous vendez l'accompagnement. Donc, et là, Claudia le dit à ma place, un ou une spécialiste. Et quand vous vendez du conseil, en fait, d'une façon générale, ce pourquoi on va venir vous chercher si vous êtes indépendant, c'est pas parce que vous avez les reins d'une boîte, c'est pas parce que vous êtes capable de faire le boulot qu'on vous demande de faire, à mon sens, c'est parce que vous êtes capable, mieux que le client, de savoir ce qu'il faut faire pour l'aider à atteindre le résultat qu'il veut atteindre. En fait, quelle est la différence entre externalisation et spécialiste? Alors ça, c'est facile. L'externalisation, c'est quand ton client, il sait ce qu'il... L'externalisation, c'est ton client, il est capable de faire tout le process et il te dit, viens dans mon entreprise, assieds-toi à ce bureau et fais ça 8 heures par jour. Et il te dit, voilà, c'est ça que tu dois faire. Si ton client, il est capable de te dire ton boulot, en fait, tu n'es pas en train de lui amener, toi, ta valeur et ton suivi de projet et ta gestion et ton expertise. En fait, tu es en train de remplacer un salarié et c'est lui qui te dit, fais ça, maintenant fais ça. Voilà. Donc ça, c'est la grosse différence avec en fait un client qui arrive en disant, je sais où est-ce que je veux me rendre, je sais ce que je veux atteindre comme objectif, mais je ne sais pas comment on fait. À partir du moment où tu te dis, le revenu économique d'un freelance, c'est un nombre de jours multiplié par un taux jour, justement, parlons taux jour, et que tu ne peux pas vendre plus d'un certain nombre de jours par an, même si tu es super connu, hein, même au bout d'un moment, tu as du business qui rentre tout seul, surtout quand tu es développeur. Moi, j'ai des potes développeurs, ouais, ils vendent 200, 250 jours par an parce que c'est des missions super longues, donc en une signature, ils peuvent vendre des centaines de jours. Mais en fait, comment dire, tu es capé par un nombre de jours maximum que tu peux vendre. Même, imaginons, soyons malades, d'accord, soyons fous, juste arithmétiquement. Imaginons, tu vends 365 jours par an, d'accord, tu bosses tous les jours, t'aimes pas le dimanche, t'en as pas besoin, tu bosses tout le temps. Bon, d'accord. Et imaginons que tu factures 1 000 € au jour. Bon, ton CA, virtuellement indépassable, c'est 365 000 €. 365 jours fois 1 000 €. Et donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si tu veux faire plus de CA et si tu veux de la croissance, tu n'as qu'un seul levier sur lequel tu peux jouer. Et ce levier, c'est
J'attends vos réponses dans le chat. Forcément, ton TJM. Puisque tu ne peux pas être à 2 endroits en même temps et parce que tu ne peux pas vendre 2 jours en même temps, normalement, je sais qu'il y en a qui le font, mais au bout d'un moment, même là, tu es verrouillé. En fait, ce que tu veux chercher à augmenter, c'est ton TJM, c'est ton prix. Et donc, forcément, tu veux des clients de meilleure qualité. Tu veux forcément des clients qui ont les moyens de t'accorder des missions plus longues, des missions plus stratégiques, donc avec plus de revenus, et donc des missions avec plus d'enjeux sur lesquels il y aura plus de stress, et des missions sur lesquelles, forcément, ils vont accepter, parce que c'est sensible, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, de te payer plus cher. Parce qu'en fait, toi, si tu veux de la croissance, ta seule possibilité, c'est chaque année, en fait, de vendre un nombre de jours qui correspond. Moi, en fait, c'est très rare les années où je vends plus de 120 jours. Et l'année dernière, il y a eu une exception, mais généralement, je ne dépasse jamais 120 jours. Par contre, jusqu'à présent, en vendant le même nombre de jours, voire moins chaque année, j'ai fait plus de CA. Parce que la stratégie, c'est en fait se positionner sur des projets et aller intentionnellement chercher des clients qui ont les moyens d'augmenter ton TJM. Alors, eux, ils ne vont pas les augmenter, mais de signer des missions dans lesquelles toi, tu te vends à des TJM plus élevés. Donc, pour moi, un indicateur du fait que tu es en bonne santé quand tu es freelance, c'est qu'en fait, tu peux augmenter peu à peu ton TJM au gré des années parce que tu es plus sélectif sur tes clients et parce que tu peux te permettre de demander plus cher. Et donc, à partir du moment où tu admets ça, la question, ça devient plus comment me faire connaître du plus grand nombre, etc. Comment faire pour plus de likes, plus de followers, comment avoir une énorme notoriété. C'est pas du tout ça. La question, c'est qui sont mes clients stratégiques. C'est-à-dire, si moi je veux développer une expertise, si je veux gagner en notoriété, si je veux être sollicité sur des missions plus compliquées, plus longues, plus stratégiques et mieux payées, qui a besoin de moi pour faire ça? Et en fait, quand tu commences à réfléchir comme ça, en fait, tu penses complètement différemment. Parce que tu te dis juste, moi, je ne veux pas parler à tout le monde. Je ne veux pas parler au monde entier. Je veux parler à un segment hyper précis de peut-être quelques centaines d'entreprises en France qui ont les vrais problèmes que moi, je viens résoudre et auxquels je vais m'attacher à démontrer que je suis un expert de leur secteur. Et du coup, tu ne penses plus ta communication de la même façon. À partir de là, tu te dis, oui, bien sûr, tu peux faire des posts publics, tu peux faire des bidules, tu peux faire des trucs niveau général. Mais en fait, la vraie communication, celle qui amène vraiment de la valeur, c'est pas en fait juste énoncer des propos, faire des tweets, faire des trucs Facebook qui se partagent. C'est pas ça. C'est en fait comment tu peux t'adresser le plus directement et le plus spécifiquement possible à plein de gens. Et en fait, en substance, ton contenu, tu dis, c'est seulement pour les personnes comme vous. C'est-à-dire, ce contenu ne va pas intéresser la majorité des personnes. La majorité des personnes, ils n'en ont rien à faire. Par contre, ce contenu, il est spécifiquement fait pour vous, les gens de ce secteur, de cette industrie, parce que je vous comprends, parce que je comprends vos problèmes, parce que je suis un expert de votre secteur, parce que je suis en veille dessus, parce que je travaille avec beaucoup d'autres gens de votre secteur et que je peux vous montrer des réalisations, des portfolios, je peux vous montrer des choses que j'ai faites, où je peux vous dire, si vous avez spécifiquement besoin de quelqu'un qui maîtrise et qui connaît vos enjeux et qui connaît ce à quoi vous faites face et le genre de situation problématique que vous voulez résoudre parce qu'il l'a résolu pour d'autres personnes, je suis cette personne. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à te rendre compte qu'en fait, tu dois pas disperser tes efforts en essayant de communiquer dans toutes les directions. Tu dois raisonner, à mon sens, c'est une opinion personnelle, ça n'engage que moi, à partir de toi, ton affect, ton réseau, tes opportunités autour de toi, ton portfolio, les secteurs que tu as déjà adressés, et te dire quelle histoire je dois raconter et qu'est-ce que je dois aller montrer à qui pour me tailler une réputation d'expert dans ce secteur-là. Quand vous êtes indépendant, vous n'avez pas un métier, vous en avez 4. Bien sûr, il y a votre expertise, c'est-à-dire si vous êtes un pro du référencement naturel et que vous optimisez la visibilité et le ranking des pages dans Google, c'est votre boulot. D'accord? Si vous êtes designer graphique, vous designez des assets graphiques, c'est votre boulot. D'accord? Si vous êtes développeur Java, vous faites du Java, vous compilez, ça marche, c'est votre boulot. Ça, c'est votre boulot. Mais vous avez 3 autres métiers. Vous avez 3 autres métiers qui sont tout aussi indispensables. Le premier, en fait, c'est d'être capable
de raconter ce que vous faites et de raconter comment vous aidez les personnes de façon à gagner la confiance des gens qui ne vous connaissent pas. Donc, il y a plein de gens, ils n'ont jamais entendu parler de vous, ils vont vous rencontrer pour la première fois lors de la prise de brief, ils ne vous ont jamais rencontré avant dans leur vie. Et en fait, ils ne veulent pas que vous leur débitiez votre CV, vos compétences, tous les outils que vous savez utiliser. La seule chose qu'ils veulent comprendre, c'est est-ce que toi qui me parles là, de l'autre côté de mon bureau, tu connais mon secteur, tu connais mes enjeux, est-ce que tu as bien compris mon problème? Est-ce que tu l'as déjà fait? Et est-ce que tu peux me le prouver? Est-ce qu'il y a des personnes, là, je peux les appeler, là, quand tu seras sorti, pour leur demander, est-ce que ce mec-là, il bosse bien ou pas? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois qu'on a convaincu quelqu'un de nous faire confiance et de nous confier son problème pour le résoudre, c'est en plus de faire notre métier, c'est il faut un accompagnement humain, un sens du service, un sens de l'expérience nickel. C'est-à-dire qu'il faut que non seulement on soit bon sur le fond, qu'on fasse super bien le job pour lequel on nous a embauchés, ça c'est limite normal, c'est la base, mais surtout, il faut que l'expérience relationnelle sur le plan humain de bosser avec vous soit géniale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez vraiment vous soucier de votre client et vous demander, est-ce qu'il flippe? Et s'il flippe, comment je dois le rassurer? Et là, est-ce que je ne devrais pas lui envoyer un mail tous les lundis pour lui dire l'avancement? Et là, est-ce que je ne devrais pas lui envoyer un texto? Et là, qu'est-ce que je pourrais lui montrer pour lui montrer que ça va bien? Et là, comment je pourrais lui montrer qu'on contrôle? Et là, comment je pourrais répondre à cette question compliquée là et cette inquiétude avant même qu'il se la pose? Vous voyez, par exemple, un truc tout bête. Mon comptable, qui me coûte beaucoup trop cher. Là, ces 3 derniers jours, on a déménagé avec ma compagne, etc. C'était un bordel pas possible. Et là, il m'envoie un mail et le mail, il dit voilà toutes les modalités d'indemnisation pour les indépendants, voilà les démarches à faire, voilà combien ça va coûter pour le cabinet, voilà le truc à remplir. Voilà, ça typiquement, moi je lui ai rien demandé, mais voilà donc un indépendant qui s'occupe bien de moi parce que lui, il dit bon, lui, il doit être en train de se poser plein de questions dans sa tête de gamberger sur ses indemnisations. Je vais pas attendre qu'il me pose des questions, je vais lui faire un mail gratos, je vais lui pousser toutes les consignes pour qu'il puisse le faire, pour lui montrer tiens mec, je m'occupe de toi. Voilà les démarches que tu peux enclencher. Et puis à la fin, il glisse un petit. D'ailleurs, je peux m'en occuper pour toi. Si tu veux, ça sera autant. Voilà un exemple de bon accompagnement. Voilà un exemple de quelqu'un qui se soucie de moi et qui n'attend pas que je me pose des questions. Donc ça, c'est le deuxième métier. Offrir un accompagnement humain, une réassurance, une capacité d'accompagner les gens dans l'incertitude, dans l'inconnu pour vous dire, t'inquiète pas, bonhomme, moi, j'ai compris ce que tu veux faire. Et donc, du coup, je vais t'aider à le faire parce que je l'ai déjà fait plein de fois dans ma vie d'avant pour les gens du même secteur ou pour des gens comme toi. Pas forcément de ton secteur, mais des gens comme toi, des gens qui avaient ton problème maintenant, qui voulaient aller là où ils veulent aller. Et moi, je les ai aidés à passer du point A au point B. Et en fait, le dernier boulot, moi, c'est le plus marrant. J'ai fait une conférence là-dessus. Vous pouvez aller la voir, elle est sur ma chaîne YouTube sur ça, dans le produit, c'est-à-dire c'est la viralité. C'est-à-dire le troisième boulot, c'est non pas parler de vous. Ça, c'est très anti-intuitif. C'est faire parler de vous. C'est en fait, si vous êtes un bon freelance, si vous êtes une bonne indépendante, un bon indépendant, je veux pas que vous me parliez de vous. Je veux que vos clients, je veux que les gens que vous servez, ils ne puissent pas s'empêcher de parler de vous. Je veux que d'autres freelances avec lesquels vous travaillez en collaboration et que moi je connais de loin en loin par mon réseau, quand on sort du club de sport, eux et moi, et que je dis hey, tu connais une bonne personne pour le référencement naturel? La personne me dit ah ouais, carrément, il y a machin, il y a machine, elle est super. Donc en fait, c'est pas à vous de parler de vous, c'est pas à vous de vous vendre et de vous recommander. C'est aux gens qui vous connaissent, c'est aux gens qui ont confiance en votre travail, c'est aux gens qui ont travaillé avec vous de vous recommander. Et donc en fait, quand vous faites du contenu, pour moi, les 3 questions à vous poser, c'est ça. C'est est-ce que le contenu que je suis en train de faire, il est en train de raconter, non pas je suis beau, je suis le meilleur, je sais faire tous ces outils, je peux faire tout ça pour vous, regardez, je suis tellement bien. Non, c'est pas du tout ça. C'est est-ce que le contenu, en fait, il dit une fois, il y avait quelqu'un comme vous, pas moi, hein, un client à moi par le passé, mais il était comme vous qui est en train de le lire. Il était bloqué là, il savait pas où aller, il était paumé. Du coup, je suis arrivé, on a fait un diag, on a trouvé ce qu'il fallait faire, on a séquencé un projet, on l'a mené comme ça, il était super content. À la fin, on a livré le truc, il a eu ses résultats. D'ailleurs, voilà son témoignage où il raconte à quel point ça s'est bien passé et ça a été crème de bosser ensemble et à quel point c'était sweet. En fait, c'est à ça qui doit servir votre contenu. C'est pas à vous mettre en valeur vous, c'est à raconter les histoires de clients qui ont bossé avec vous et qui sont vachement contents parce que ça s'est tellement bien passé, parce que vous avez tellement bien compris exactement ce dont ils avaient besoin et votre qualité de service, elle a été irréprochable. Donc ça, c'est le contenu. Ensuite, forcément, c'est
Quelle marque d'attention, et ça c'est une autre forme de contenu, quelle forme de reporting, quelle forme de mail, quelle forme de communication, quelle forme d'attention humaine vous pouvez mettre dans le cœur de votre activité pour garder un lien étroit et une relation avec votre client de façon à le rassurer, à vous adapter en cours de mission, à vous montrer que vous êtes à son écoute, vraiment à lui montrer en fait que vous en avez quelque chose à foutre de ce qui se passe et que vous démenez pour que ça se passe bien et qu'on livrera à l'heure, à temps, et voilà, vous faites des peu de promesses mais vous les tenez, voire même vous gardez un peu de marge pour de la surprise. On en parle avec Alexis dans le mode d'emploi, vous pouvez aller voir. Et puis enfin, une fois que vous avez fait ça, le troisième truc, c'est tout simplement comment est-ce que vous pouvez continuer à entretenir un lien, une relation de confiance avec les gens qui ont été vos clients, avec les gens que vous avez aidés bénévolement aussi, avec les gens qui sont d'autres freelances complémentaires ou avec d'autres collègues à vous, et comment est-ce que ces gens-là, en comprenant ce que vous faites, en comprenant ce que vous êtes capable de faire, vous pouvez être leur carte joker qu'ils ont dans leur poche, et à chaque fois qu'ils tombent sur un pote qui disent « je suis tellement dans la merde, je ne sais pas comment faire », ils peuvent vous dégainer en disant « ça tombe super bien, je connais une fille, je connais un mec, sans sas, tu devrais bosser avec ». Et là, d'un seul coup, vous arrivez avec une présomption de confiance. Et le fait, en fait, de vous faire recommander, c'est 10 ou 15 ou 20 fois plus puissant que tout le marketing que vous ne pourrez jamais faire vous-même. C'est le fait de montrer aux autres ce que vous faites et comment vous aidez autrui et de les inciter à vous recommander. Alors, pas de portfolio. Ça, c'est marrant, Johanna. C'est vrai. Au début, tu n'as pas de portfolio. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ton expertise et tes compétences que tu monnaies aujourd'hui, tu les as forcément étoffées, tu les as forcément mises à l'épreuve en aidant des personnes, c'est-à-dire en les appliquant à des cas concrets. Quelqu'un avait besoin d'eux, je suis arrivé, j'ai compris de quoi qu'il avait besoin, on l'a construit ensemble avec nos marteaux, nos scies, nos tournevis. À la fin, le truc tenait debout et faisait le job. C'est un portfolio. Même si tu l'as fait pour l'association du droit animal du quartier, même si tu l'as fait pour le boucher du coin, même si tu l'as fait pour l'association de Scrabble de ta mamie, c'est un portfolio. Et même si le livrable, il n'est pas ouf, si c'est pas le site internet le plus dingue du monde, l'affiche la plus malade, ne pas oublier, c'est pas seulement le livrable qui compte, c'est l'histoire. Il était une fois quelqu'un qui avait un problème, il m'a sollicité, nous en avons discuté, nous avons compris ce qu'il convenait de faire, nous l'avons mis en pratique et ça s'est bien déroulé. Et à la fin, nous avons livré quelque chose de fonctionnel et qui faisait le job et qui lui a permis d'avoir les résultats. Du coup, cette personne est très contente, elle a atteint ses objectifs et elle me recommanderait volontiers. C'est ça, un portfolio. Un portfolio, c'est c'est une page à chaque fois qui raconte non pas le livrable, mais l'histoire du livrable. Ce que vous vendez, c'est pas le livrable, c'est l'histoire du livrable. C'est quand vous êtes dans la merde, allumez le bas de signal, j'arrive. Voilà. Quand vous êtes comme ces personnes-là, coincées parce que vous devez sortir un truc avant telle date et vous ne savez pas le faire, ou quand vous n'avez pas les résultats que vous escomptez, ou quand votre boss vous dit l'entier, trouvez-moi un truc dans 6 mois, sinon vous êtes viré. Voilà. Quelqu'un était comme vous et avait le même genre d'emmerde. Il m'a appelé. Voilà ce que j'ai fait pour lui. Si ça vous parle, on peut bosser ensemble. Je peux le refaire pour vous. Il n'y a rien de plus rassurant que quelqu'un qui vous dit ça. Je peux le refaire pour vous. Ça veut dire, je l'ai déjà fait. Ça veut dire, moi, je suis le genre de personne qu'on appelle dans ce genre de situation. Je peux le refaire pour vous. Il n'y a pas de problème. J'ai l'habitude. Je sais de quoi je parle. Tu as un hack pour obtenir des recommandations de manière systématique de la part de tes clients. Ah, ça, Alexandre, je sens la question dont il connaît déjà la réponse, probablement parce que j'en parle beaucoup. J'en ai parlé dans l'épisode de Tribu Indé avec Alexis et on en reparle aussi dans le mode d'emploi. Donc, je vais le redonner encore une fois en live, ce hack. C'est tout bête. Les clients, ils n'auront jamais le temps de vous recommander. C'est normal. Ils n'ont pas que ça à foutre, ils ont un métier. Donc, comment vous faites quand vous voulez des testimonials et vous voulez des recommandations? Je vous donne un truc tout bête. Voilà, et c'est pas de la manipulation, d'accord? C'est vraiment en plus un excellent moyen pour vous de savoir si ça s'est bien passé, sur quoi vous devez vous améliorer. À la fin d'une mission, vous décrochez le téléphone et vous appelez le client. Et vous dites « Salut, tu vas bien, tout ça, tes enfants, le boulot, bon. » Et au bout d'un moment, vous dites « Bon, je te prends 5-10 minutes, j'aimerais en fait te poser quelques questions sur la mission qui vient de se dérouler. » Et vous lui posez quelques questions. Par exemple, comment ça s'est déroulé de ton point de vue? Qu'est-ce qui s'est bien déroulé selon toi, etc. Voilà, donc là, il va déjà vous dire, tel moment. Et là, vous allez dire un truc. Vous allez dire 2 trucs. Premier truc. Sur quoi, à ton avis, on a été faible et sur quoi il faudrait veiller à améliorer la qualité de service significativement la prochaine fois? Comment est-ce qu'on aurait pu être encore meilleur que ce qu'on a été? D'accord. Et ça, c'est important aussi, qu'est-ce qu'on doit surtout pas enlever? C'est-à-dire là, dans la façon dont on a bossé ensemble, qu'est-ce que j'ai fait
qui t'a particulièrement plu, que tu as trouvé particulièrement remarquable. Et en fait, moi, je ne l'ai peut-être même pas fait exprès. C'était peut-être un accident. Je ne savais pas que ça avait autant de valeur pour toi, parce que la valeur, elle est dans le regard du client. La valeur, c'est de la perception. C'est perceptuel. Qu'est-ce que je dois bien veiller à reproduire dans mes autres missions? Et là, votre client, il va vous dire, bah là, à tel moment, là, le fait de faire ce compte-rendu, ça a été génial. Le fait de faire cet atelier avec le big boss pour le rassurer, ça a été super. Ah, le fait de nous envoyer les trucs au fil de l'eau plutôt qu'en une fois, ça a été royal, etc. Et là, en fait, vous êtes en train de collecter plein de feedbacks positifs sur ce que vous avez fait, plein de choses que vous pouvez veiller à reproduire, rappelez-vous, job numéro 2, dans le relationnel et la façon dont vous déroulez vos projets avec vos clients. Et une fois que vous avez collecté tous ces insights, tous ces feedbacks, vous allez poser une question débile, une question super simple. Vous allez dire « Merci énormément pour tes feedbacks, merci énormément pour ton retour, ça a énormément de valeur pour moi. S'il te plaît, est-ce que je peux paraphraser ce que tu as dit, faire 4-5 lignes de texte? Je te l'envoie par mail. Tu peux corriger ce que tu veux, supprimer ce que tu veux, tu fais toutes les modifs que tu veux. Et quand ça te va, tu me dis, si ça va, tu dis OK, tu appuies sur envoyer et moi, je peux utiliser ça comme témoignage. » Et vous le préécrivez, le témoignage. Vous ne l'inventez pas, vous reprenez exactement ce que la personne, elle a dit au téléphone. Parfois, vous simplifiez les phrases, vous faites des trucs plus synthétiques, plus concis, et vous lui envoyez. 99% du temps, la personne ne va même pas corriger. Elle va lire, elle va dire franchement, ces 4-5 lignes qui mettent bien en avant ce que j'ai trouvé super cool et qui résument très bien mon propos et mon appréciation, tu peux les utiliser. Et paf, vous avez un témoignage client. Voilà. C'est 1000 fois plus simple pour vos clients de vous donner des témoignages comme ça que de leur envoyer un formulaire avec un champ vide, avec un truc qui clignote, avec marqué « Vas-y, pourquoi tu me recommanderais, qu'est-ce que j'ai bien fait, autre quoi ». Bon, bah là, les gens, ils font « Bon, bah merde, je ferai ça plus tard », puis plus tard, ça veut dire jamais. Voilà. Donc, vous pouvez les aider à vous recommander. Le TJM est-il limité selon la taille des entreprises qu'on adresse? C'est une excellente question. Alors, la réponse est oui et la réponse est non. Le TJM est forcément limité. Ce n'est pas nécessairement selon la taille des entreprises. Ça peut être selon le service achat, ça peut être selon les grilles, ça peut être selon les pratiques en vigueur. Et pour moi, la première limite, tout simplement, c'est le modèle de prix mental de ton client. Je vais dire un truc débile. J'imagine que vous avez toutes et tous déjà fait appel à un plombier. D'accord? Ça fuit chez vous. Vous appelez, ou non, un serrurier, parce que ça, c'est encore plus universel. Vous claquez la porte, bêtement. Vous avez laissé les clés à l'intérieur sur la commode. La porte est claquée, mais pas verrouillée, d'accord? Il faut quelqu'un qui vient et qui va trouver un moyen de bouger le loquet pour que vous puissiez rentrer chez vous, d'accord? Avant même d'appeler un serrurier, sauf si c'est la première fois, vous avez en tête un estimatif du tarif que ça va coûter. C'est normal, c'est parce que vous avez déjà fait appel à des serruriers par le passé, et donc forcément, vous avez une représentation de la valeur, une représentation des tarifs. Votre client, forcément, il va vous comparer à ce qu'il a l'habitude de consommer, il va vous comparer à d'autres freelances, il va vous comparer à d'autres prestataires de services. Et donc forcément, le blême, c'est toujours la même chose. Si vous adressez à un certain type de client, par exemple, moi, un truc que j'entends souvent chez des indépendants, et je respecte ça, hein, ça me paraît juste particulièrement difficile, c'est des gens qui disent « je vais convaincre le boucher de ma rue, le boulanger de ma rue, la petite entreprise de ma rue d'utiliser Facebook Ads et Google Ads ». Peut-être. Mais dans ces cas-là, posez-vous d'abord une question toute bête, et ça, vous pouvez le faire facilement. Descendez votre rue et rentrez dans les entreprises et posez 5 questions, ça va aller vite. C'est quoi le budget publicitaire de ces entreprises aujourd'hui, sans Google Ads et sans Facebook Ads? Parce que ces boîtes-là, même avec vous, même si vous faites un boulot super, même si vous leur aidez à faire du chiffre d'affaires, si le patron de la petite entreprise, de la petite imprimerie du bas de la rue, lui, son budget marketing annuel, c'est 1 000 €, ça veut dire que dans son budget, il y a 1 000 €. Même si vous êtes un cadre du Facebook Ads, un cadre du Google Ads. Et donc, si vous dites « Ah ouais, c'est génial, je vais te faire du chiffre et tout. » Bon, le premier niveau d'investissement, c'est 10 000 € d'achat linéarisé sur une année. Et la personne, elle fait « Mais non, t'es dingue. C'est 10 fois plus que ce que je mets d'habitude. » Donc, en fait, vous allez forcément être limité, et c'est normal, par les niveaux des budgets que vos clients dépensent déjà dans la résolution de ce genre de problème avec d'autres freelances ou par eux-mêmes aujourd'hui. Et donc, au début, quand vous sélectionnez votre cible de client, une des questions à vous poser, c'est quoi les tarifs que cette personne elle a en tête? Combien est-ce qu'elle pense que ça vaut une intervention pour ça? Et c'est quoi son budget? Si elle veut construire une application mobile ou un site ou une stratégie d'engagement en ligne ou même du contenu, elle a combien à mettre sur la table? Parce que bien sûr, si c'est une TPE de moins de 10 personnes ou si c'est une multinationale, ce n'est pas du tout les mêmes budgets. Ce n'est pas du tout non plus le même cycle d'achat. Hein. Mais je ne dis pas qu'il faut aller voir de la multinationale, surtout au début, ça se fait graduellement. Mais tout ça pour dire, votre client ne va pas créer de l'argent qui n'existe pas. Votre client, le max qu'il peut vous payer,
c'est l'argent qu'il met actuellement ailleurs, dans d'autres solutions. Et vous allez remplacer ces solutions par votre offre. Mais votre client, il ne va pas inventer 5 fois plus de budget que ce qu'il avait l'an dernier. Sauf si vous lui offrez un ROI de 2 pour 1, quoi. Mais bon, sinon, au moins au début, n'espérez pas qu'il mette plus que ce qu'il a déjà l'habitude de mettre dans le truc qui fait le job aujourd'hui. Un truc tout bête. Avec Alexis, on a fait le mode d'emploi.fr. Je touche rien là-dessus. Ça me coûte du pognon même parce qu'il faut l'héberger en ligne et parce qu'il faut mettre la séquence l'outil avec la séquence de mail automatique. Il est très probable que cette formation-là ne m'amène jamais aucun client. Pourquoi ? Parce que les gens qui la suivent, à savoir d'autres freelances, ce ne sont pas mes clients. Ce n'est pas des gens qui vont me faire signer des contrats demain. Ce n'est pas des gens qui sont décisionnaires. Ce n'est pas des gens qui peuvent dépenser de l'argent. En fait, la plupart de mon contenu à haute valeur ajoutée, vous ne le lisez pas. En fait, d'une façon générale, vous n'y avez pas accès. Et je vais vous dire pourquoi, tout simplement. C'est tout bête. C'est parce que c'est des mails. Et c'est même pas des newsletters, c'est des mails. Alors, Seth Godin dit les gens ne veulent pas des emails, ils veulent des me-mails. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des mails que j'écris même pas depuis MailChimp, même pas depuis d'autres outils de newsletter. C'est quoi ? C'est des mails à travers lesquels... Alors, c'est des mails et des groupes WhatsApp. C'est des mails et des groupes WhatsApp à travers... Alors, maintenant, je m'en sers surtout pour garder le contact avec mes clients actuels. D'accord ? Mais même au début, par exemple, imaginons, d'accord ? Ok, alors, je vais vous raconter comment j'ai commencé et je vais vous raconter comment ça se passe maintenant. Avant, j'allais dans les salons, j'allais dans les événements, je rencontrais des personnes qui étaient potentiellement des leads, je rencontrais des personnes qui étaient potentiellement des clients. Ok. Et ces personnes-là, ce qui se passait, c'est que je mettais dans mon Google Calendar réécrire à machin dans 15 jours, réécrire à machine dans 15 jours, et je réécrivais à ces personnes. Donc déjà, je disais super, on s'est rencontrés, c'était vachement chouette, merci, etc. On reste en contact si tu as des besoins. Tiens, je peux te montrer ce travail-là que j'ai déjà fait pour quelqu'un comme toi. Tiens, tu peux appeler cette personne-là, etc. si tu cherches quelque chose. Et surtout, ce que j'essayais de faire, Mathias œuvrait comme ça aussi beaucoup. Il en parle beaucoup dans son épisode avec Alexis dans Tribu Indé. C'est d'aider le plus les personnes. Donc, les personnes qui sont des leads potentiels, qui sont des prospects, ce que vous devez faire, ce que je pense que vous devez faire, c'est leur amener le plus de valeur possible avant qu'elles ne le demandent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et ça, c'est un truc que j'applique aussi à mes clients passés. Un truc que moi, j'aime bien dire généralement, c'est si tu es client une fois avec moi, tu seras toujours mon client. Il y a des gens, je les ai eus en formation là pour Crème de la Crème. Mathias a fait aussi un volet de la formation. Il y a plus d'1 an maintenant, ces gens-là, on échange toujours des nouvelles. On s'écrit encore. Et je les traite comme s'ils étaient mes clients. Parce que les gens qui t'ont fait confiance une fois et les gens qui ont déjà acheté tes prestations ou les gens qui seraient qualifiés pour le faire, ils ne doivent pas pouvoir t'oublier. Et en fait, ils vont t'oublier parce que c'est des humains et ils ont mieux à foutre que penser à toi. C'est à toi de te rappeler à leurs bons souvenirs. Et pour te rappeler à leurs bons souvenirs, tu gardes une liste de ces gens-là. Et ça veut dire quoi ? À chaque fois que tu lis un bouquin qui est intéressant et qui pourrait leur bénéficier, à chaque fois que tu lis un truc sur Internet qui est bien pour leur job, à chaque fois que tu penses à quelque chose, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui pourrait être leur client ou leur fournisseur, à chaque fois que tu lis un truc sur leur secteur qui pourrait les intéresser, tu dis « Hey, j'ai pensé à toi. Hey, j'ai lu ça, j'ai vu ça, j'ai pensé à ça, j'ai rencontré cette opportunité et je te la refile. Et je te la refile parce que tu es dans le club des personnes que j'aime. Et donc, je veille sur toi. Je fais attention à toi. Et vous maintenez un lien relationnel, fréquent, régulier, étroit avec cette personne, qu'elle vous paye ou non. Mais vous continuez à lui amener de la valeur. Une fois qu'elle vous a fait confiance et qu'elle vous a laissé rentrer dans sa vie et qu'elle vous écoute et que vous avez gagné le droit de lui parler et que ce que vous dites a de la valeur parce qu'elle a pu vérifier que vous bossez bien, et ben en fait, la mission ne s'arrête pas une fois que vous avez livré. La mission continue. Vous gardez un lien relationnel avec ces personnes-là. Et pour ça, ce qu'il faut, ce n'est pas du contenu. Bien sûr, des posts LinkedIn, Facebook, Twitter, des chaînes YouTube, tout ça, ça aide. Je ne dis pas l'inverse. Mais en fait, pour moi, ce qui a le plus de valeur et ce qui m'a amené le plus de contrats, c'est les mails. C'est ridicule. Hein. Et ce n'est même pas des mails automatisés. Hein. C'est-à-dire que vous ouvrez Gmail ou vous ouvrez Outlook, vous ouvrez ce que vous voulez. Vous avez la liste de ces personnes-là. Et ces personnes-là, vous n'avez pas le droit de ne pas leur écrire pendant plus d'1 mois. Il faut au moins leur écrire une fois par mois, juste pour leur dire « Salut, comment tu vas ? C'est quoi tes challenges ? T'en es où ? J'ai lu ça. » Et vous devez, quand vous leur écrivez, leur amener de la valeur.
vous devrez leur amener quelque chose parce que, en fait, ça veut dire je continue à penser à toi, tes missions m'intéressent toujours, ton entreprise m'intéresse toujours et je me fais du souci sur les problèmes que tu rencontres et voilà ce que je peux faire pour toi. Et vous pouvez aussi les tenir au courant. Vous leur dites, tiens, d'ailleurs, on a fait un truc là pour les gars d'en face, c'était ça, on a fait une vidéo, on a fait un machin. Vous racontez, on revient au truc, hein, ils avaient tel problème, on les a aidés et vous seriez surpris. Moi, le nombre de fois que j'ai fait ça, vous avez fait une mission, ça s'est particulièrement bien passé. Vous avez, par exemple, une vidéo ou une page PDF avec une personne qui dit, voilà, j'étais bloqué là, Rémi est arrivé, on a fait ça, c'était trop beau la vie, magnifique, les résultats, je suis super content. J'envoie ça à des clients avec qui j'ai l'habitude de bosser et je dis juste, voilà la dernière mission qu'on a faite, voilà le témoignage de la personne. Si dans ton réseau, tu as quelqu'un qui a le même genre de problème et qui recherche le même type de prestation, n'hésite pas à lui transmettre. Il n'y a même pas d'incentive, je ne donne même pas d'argent. Le nombre de clients qui aiment bien bosser avec moi et à qui je donne de la valeur régulièrement, qui cliquent sur forward et qui mettent le mail de quelqu'un dont j'ai jamais entendu parler et qui font un mail de mise en relation en disant « Salut Jean-Jacques, je te présente Rémi, il vient de m'envoyer un truc en PDF, c'est ouf, c'est exactement ce dont on parlait au Club Medgym la semaine dernière, il faut que vous rencontriez. En plus, on a bossé avec lui, il est super. » Et paf. Et là, c'est mon ancien client ou mon client ou la personne avec qui j'entretiens des bons rapports et que j'ai rencontré relationnellement ou un autre freelance avec qui j'échange régulièrement qui, en fait, elle, a fait dans sa tête le travail à ma place. C'est-à-dire, elle a vu mon boulot, elle a vu la narration de mon travail et elle s'est juste dit, tiens, c'est marrant, dans mon réseau, je connais quelqu'un qui a justement besoin de ce genre de prestations. Et là, elle fait la mise en relation en amenant le témoignage en plus. Mais là, vous augmentez les chances de signature par 25. C'est pas du tout du cold mailing, c'est pas du tout du cold calling, c'est pas vous qui appelez en disant bonjour, avez-vous besoin d'eux? C'est vous montrer à des personnes qui vous font confiance, avec qui vous avez un rapport privilégié, ce que vous êtes capable de faire, et vous leur dites, au fait, si tu connais d'autres personnes à la recherche du même genre de prestations, n'hésite pas à les mettre en relation avec moi. Et ben, des fois, il y a des gens qui cliquent sur forward, ou des fois même vous avez oublié que vous avez fait ça, et un mois après, la personne le fait. Et ça peut être une façon très simple, juste en fait, d'être mis en relation avec des opportunités que vous ne soupçonniez pas.